réfléchir et je vais donner la parole au sénateur Lecomte qui posera peut-être une question d'ordre général aussi. Oui, merci. Ouais, j'hésitais parce qu'en fait, j'aimerais faire une petite réflexion d'ordre général, mais peut-être lorsqu'on aura entendu tous les participants tout à l'heure, mais sur le point spécifique des écoutes et en particulier des écoutes judiciaires, qui représentent 80% des interceptions qui sont réalisées sur les réseaux. Lors des auditions que nous avons effectuées, qui sont en cours sur le projet de loi antiterrorisme et renseignement, on doit constater que l'article 15 traite du sujet et la conférence nationale des procureurs nous a indiqué son extrême inquiétude sur la capacité d'accéder, et même quand elle accédait, de pouvoir sans contentieux utiliser les données qui seraient obtenues par le nouveau dispositif d'ailleurs qui ressemble quand même beaucoup à une usine à gaz avec un certain nombre de préoccupations réelles sur sa construction. Et je suis assez étonné qu'on construise ce type de choses sans avoir à aucun moment une description sur la manière dont les autres justices, parce que là, pour le coup, il ne s'agit pas d'une spécificité française par rapport à notre responsabilité au Conseil, à l'ONU ou à notre armée, mais il s'agit finalement de la justice. Chaque pays en a besoin et chaque pays a besoin de ce type d'écoute, sans aucune analyse sur la manière dont nos partenaires européens, qui sont soumis aux mêmes exigences de la Cour, interprètent ou n'interprètent pas et comment ils font. Voilà. Sachant que, moi, il me semble que l'article 15, tel qu'il est aujourd'hui, il n'a pas vraiment sa place dans ce projet de loi, compte tenu de la manière dont il impacte le fonctionnement de la justice, plus que la question du renseignement. Mais comment nos partenaires européens font-ils par rapport aux mêmes contraintes sur quelque chose où il n'y a pas de spécificité propre française, finalement? En matière de terrorisme, peut-être, compte tenu de notre exposition, mais sur le reste, qui est aussi impacté, comment faire? Alors, je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre à tous ces éléments, mais quelques éclairages. D'abord, il ne s'agit pas que des écoutes, comme vous l'avez mentionné, mais du travail sur toutes les données de connexion. Les écoutes, c'est quelque chose qui se fait encore, mais c'est quand même très, très limité. C'est avant tout un travail d'analyse des données de connexion qui est réalisé de manière à savoir identifier les personnes. Parce que, par principe, elles ne sont pas identifiées. Les terroristes ne portent pas des badges, n'adhèrent pas à des partis. Donc, c'est un travail d'abord d'identification, un travail de localisation, un travail sur l'activité qui transparaît à travers ces données de connexion et un travail sur les relations et les mobilisations de ces individus. C'est ça le travail qui est mené, à partir de réquisitions qui sont obtenues. Et pour répondre à votre question, c'est avant tout sur le domaine classique. Sur le darknet, on est beaucoup plus là dans un travail des services de pur renseignement, mais qui peut ensuite avoir une traduction judiciaire. Mais ça reste encore très limité. Je reviens aux autres pays d'Europe. La position de la plupart des autres pays est assez contrastée. Certains, comme vous le savez, font, passez-moi l'expression, un peu la sourde oreille. Ils font le dos rond et ils attendent que l'orage passe, en quelque sorte. À tort ou à raison, je ne saurais me prononcer, mais c'est par exemple l'exemple de l'Italie, qui fonctionne un peu avec une justice qui est assez efficace, c'est moins qu'on puisse dire, comme si ces décisions de la Cour de justice n'avaient pas d'existence. D'autres pays ont cherché des demi-solutions. Je pense à la Suède, je pense à l'Allemagne pour l'instant, mais la plupart de ceux qui ont commencé à mettre en partie en application la doctrine qui résulte des arrêts de la Cour de justice sont en grande difficulté. Troisième